Bonjour à tous, Bonjour. On se retrouve pour un nouvel épisode de Backdoor. Aujourd'hui, épisode un peu plus tranquille, épisode pas forcément spécial, hein, il est dans la continuité des autres, mais j'avais envie d'aborder un sujet un peu plus cool, parce que après les gros épisodes, des fois ça fait un peu du bien d'avoir des trucs un peu plus chill. Exactement. Un épisode qu'on va essayer d'être... Dis-moi, dis, Non, je corroborais juste ce que t'allais dire, épisode un peu plus court, plus tranquille, voilà, tout bonnement. Aujourd'hui, nous allons parler des passions des joueurs NBA. Je vais vous emmener avec moi au travers de deux passions, deux passions et demie. La dernière, on va en parler un peu plus en free speech, parce que j'ai pas préparé grand chose, mais c'est un sujet que moi je maîtrise mieux, vous verrez. Donc deux passions qu'on retrouve quand même pas mal chez les joueurs NBA. Ensuite, un petit axe sur des passions un petit peu plus originales, on va dire, qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et à la fin, je te proposerai, Baptiste, un petit quiz, alors sourcé, sur ce que j'ai appelé les passions qu'on n'aurait pas devinées. Parce qu'on va juger personne, chacun a le droit d'être passionné par ce qu'il veut, mais c'est les passions qu'on n'aurait pas forcément devinées. Bah écoute, ce programme me plaît. Ce programme te plaît ? Je suis convaincu par la proposition que t'as fait, voilà. Eh ben c'est parfait. Je pense qu'on peut commencer par introduire quelque chose. Pourquoi c'est important pour un athlète, alors qu'il soit NBA ou d'autres sports, d'avoir une passion à côté de son sport ? Est-ce que tu as des éléments de réponse pour ça, déjà pour commencer ? Déjà, j'ai envie de te dire, les athlètes, ça reste des humains. Pour eux, le sport, c'est un leur... bon premier élément de réponse. Je te remercie. C'est tout bonnement pour eux, c'est leur taf en fait. Donc, ils ont comme toi et moi, quand tu rentres du taf, bah tu fais un truc qui te passionne, que t'aimes bien faire, comme tout le monde, tu vois. Exactement. Pour se détendre, et même quoi. Exactement, pour se détendre, et même si pour la plupart, en tout cas, je dis la plupart, mais ce n'est même pas forcément le cas en NBA, même si pour certains, le basket est leur première passion, leur premier amour. Comme tu dis, quand vous passez à des niveaux professionnels où vous vous entraînez tous les jours, souvent 2 à 3 fois par jour, et le tout pendant quasiment, alors entre 6 et 10 mois pour ceux qui vont jusqu'au bout en play-off, et j'exclus un peu les camps de pré-saison et le travail que certains peuvent faire pendant l'été, même si c'est votre passion, ça peut vous saouler, hein. Je pense que même ceux qui ont... Alors moi je considère qu'aujourd'hui je n'en vis pas encore, mais je travaille quand même dans ma passion, des fois ça me saoule, hein. Je pense que toi c'est pareil. Bah oui, hein, comme tout le monde. Il y a des moments donnés où c'est super génial, mais j'en peux plus. Ouais, voilà, il y a des moments donnés où, vas-y, j'en ai marre, et je vais plutôt me mettre dans mon lit et regarder une série, parce que, exactement. Voilà. Très bien, c'est très bien résumé. Et donc ces athlètes, ils ont des petits à côté, des petits hobbies, comme ils disent, de l'autre côté de l'Atlantique, pour ne serait-ce que déjà des fois, ne serait-ce que faire passer le temps entre les différents entraînements, et puis se ressourcer, avoir la tête ailleurs. On va commencer par une passion qui, en vrai, je me pose la question, mais je pense que c'est peut-être l'une des passions aujourd'hui qui est le plus répandue autour de la ligue, puisqu'elle englobe aussi bien les joueurs que les personnes qui sont dans le front office. Est-ce que tu as une petite idée ? Quand tu disais qu'elle englobe les joueurs, je pensais à un truc genre le gaming. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui font genre du streaming et tout. Mais on va pas en parler, mais effectivement. Mais front office, du coup, je suis un peu moins sûr qu'il y ait beaucoup de gamers dans le front office, peut-être. Hein, mais j'ai pas encore vu Frank Vogel en stream. Ah, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être marrant de voir un Doc Rivers faire du stream sur 2K, tu sais. Ah oui, ce serait très très rigolo. Non, un sport de riche. Ah bah oui, le golf, naturellement. Le golf, bien évidemment. J'avais envie de parler du golf, parce que en vrai, c'est un sport, je trouve, qui, en NBA, est quand même... Enfin, est peut-être l'un des sports les plus pratiqués à côté du basket, parce que ça reste quand même un sport qui demande de l'énergie, le golf. Bien que de l'image qu'on en ait, pour ceux qui n'en font pas, c'est c'est pas physique, etc. C'est un sport bien plus physique qu'il n'en a l'air, et bien plus technique qu'il n'en a l'air. Et c'est un sport qu'on retrouve quand même pas mal, je trouve, autour de la ligue. Alors, pourquoi le golf ? Parce que c'est une très bonne voiture. Oh, bonne vanne. Fallait que je fasse cette blague faite. Non, le golf, c'est un sport de précision qui a déjà une caractéristique comparée au basket, c'est qu'il se joue en plein air. Et quand vous passez votre temps dans une salle, des fois vous aimez bien un peu respirer de l'air frais et voir la nature. Ouais. Pour faire très simple, parce que je n'y connais rien du tout en golf, donc toutes les personnes qui apprécient le golf, désolé si je massacre votre sport par avance.
Pour moi, le golf, c'est un sport qui consiste à envoyer une balle dans un trou en le moins de coups possible. Jusque-là, je te suis. Je crois que c'est ça aussi. Vous avez un certain nombre de trous sur un parcours. 18 généralement. C'est ça, 18 peut-être, j'en sais rien, j'ai regardé. C'est 18 ouais. Eh ben c'est 18. Vraie info. Merci. Et donc vous avez donc 18 trous et vous devez faire un minimum de coups et à la fin celui qui a fait le moins de coups a gagné, si j'ai bien compris. C'est bien ça. C'est un sport qui va demander certaines compétences, alors notamment de la précision, de l'endurance parce que c'est long une partie de golf, une technique parfaite, irréprochable je dirais même, et beaucoup de concentration. Parce que pour pouvoir envoyer une balle qui doit pas être beaucoup plus grosse que si vous pincez votre index avec votre pouce, à l'aide d'une batte à des fois plus de 200 mètres, faut être bien concentré pour pas la foutre dans le lac. Oui. Surtout au prix ou dans Michel qui est juste à côté de toi, sinon aussi, accessoirement. Ça marche aussi. Ça fait un peu mal une balle de golf dans le nez, quoi. Oui, ça doit pas faire du bien. Ça pique. C'est ça. Donc en plus de ça, en plus de cette technique, dans ce détail, mine de rien, ça demande de la coordination à humain, chose qu'on retrouve au basket, ou alors vous n'avez jamais fait de basket de votre vie. Ça demande de l'évaluation des distances, chose que vous faites également au basket, puisque pour savoir que vous avez besoin de mettre tant de force pour mettre un tir à 3 points, votre œil et votre cerveau évaluent sans que vous le sachiez la distance. Des qualités athlétiques, comme je le disais, surtout au niveau des abdos, du corps, pour pouvoir être stable quand vous tapez la balle, et une tête froide dans les moments critiques, avec une énorme stabilité émotionnelle. Quand vous êtes juste à côté du trou, il ne s'agirait pas de taper un tout petit peu trop fort pour vous rajouter un coup inutile. Est-ce que tu t'accordes avec moi pour dire que ce sont des qualités qui peuvent, dans un match de basket, être très utiles, notamment dans ce qu'on appelle le clutch ? Oui, bah oui, on est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Est-ce que ça te surprendrait alors si je te dis qu'il y a des joueurs qui sont éminemment clutch au basket et qui pratiquent le golf et qui sont pas mauvais ? Pas énormément surpris, je te cache pas par cette info, je vais pas te mentir. T'es pas énormément surpris ? Non, tu m'aurais plus surpris si tu m'avais dit... Je sais pas, j'ai pas d'idée là. Allez, mais... je vais dire, mets une balle un jour NBA, je sens que t'as envie de mettre une balle. non, mais non, je suis pas de ouf surpris, je vais pas te mentir, je suis pas tombé de ma chaise. Eh bah écoute, c'est tant mieux si tu es resté assis. On va commencer en parlant d'un joueur qui s'est illustré dans plein de choses dans sa carrière, mais pour ma génération, on s'en souvient surtout pour un Game 6 des finales NBA en 2013. Ok. Monsieur Ray Allen. Monsieur Ray Allen est excellent en golf. Okay. Apparemment, en tout cas, de ce que j'ai pu lire sur lui, il a apparemment un très très bon niveau. Alors c'est assez varié, parce que certains disent que il se dit meilleur qu'il ne l'est réellement, mais je vais quand même le croire et lui donner le bénéfice du doute qu'il doit certainement être très bon au golf. Bah, quand tu vois déjà sa mécanique de shoot, exactement, le geste est propre, quoi. Exactement. Et on sait que Ray Allen a énormément aimé décomposer sa mécanique de shoot pour avoir une mécanique parfaite. Eh bien, au golf, il a suivi le même raisonnement, et c'est ce qui l'a amené à se rendre compte que, en fait, le golf et le basket partagent énormément de similitudes, alors surtout avec les mouvements offensifs au basket, et il comparait souvent... il compare notamment un mouvement qui s'appelle alors je crois que le nom c'est le putt, mais je suis pas sûr que c'est exactement le nom. C'est en fait ce coup quand vous êtes sur le gazon et que vous êtes assez proche du trou, ce moment où il retire le drapeau justement. Il comparait ça à un lancer franc, parce que effectivement, même en n'y connaissant pas grand chose en golf, un lancer franc, vous êtes tout seul face au panier. Et c'est une épreuve qui, en vrai, qui est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. Et le putt est une épreuve qui est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. Et donc il expliquait notamment que quand il a découvert le golf et qu'il a commencé à s'y passionner, ça l'a énormément aidé pour ses lancers francs. Alors bon, aider un mec qui devait déjà tourner à 90%, ça me rend dingue, mais ce sont des perfectionnistes. Ah bah là, oui. Et ça lui a permis autre chose, le golf. Ça lui a permis de jouer avec un président américain. À ton avis, lequel ? Oh, alors là... Parce que oui, le golf sert aussi à vous faire des connexions. Effectivement, Obama. Lors du second mandat, petite anecdote, après le titre donc avec les Eagles, celui de 2013, ils sont invités à la Maison Blanche et tout, et en fait apparemment ils ont sympathisé autour du golf, et Ray Allen ira jouer avec Barack Obama pendant le second mandat de ce dernier. Voilà, belle anecdote. Petite anecdote sur Ray Allen et le golf. On continue avec un autre joueur aussi éminemment clutch. Est-ce que tu as une idée ? Je sais que Steph Curry est pas mauvais au golf.
Et oui, c'est bien de lui dont on va parler. Il est plus que pas mauvais. Ouais, il a gagné un tournoi cet été, je crois. Alors, il fait des tournois sur invitation. Mais il est dit dans tout ce que j'ai lu qu'il a un niveau qui est vraiment pas loin d'un niveau pro. Genre, il y a beaucoup de types qui disent que s'il voulait globalement se concentrer sur le golf et en faire carrière, il pourrait faire je crois que c'est le PGA Tour, PGA, le Pro Golf. Ouais, PGA Tour. Non, il est très très bon, Steph Curry, et c'est une énorme passion. Il confie souvent qu'en fait il joue tous les jours au golf, et même pendant les playoffs. Et ça, je savais pas, mais petite anecdote pareil que j'ai appris en cherchant ses passions. Tu te souviens de la finale de conférence contre les Rockets en 2018 ? Oui, naturellement. Tu te souviens que Steph Curry c'est 2018 où il est légèrement blessé au début de cette finale de conférence. Oui, peut-être, ouais. Et il explique que l'un des trucs qu'il a le plus strict, c'est pas d'être blessé, c'est de pas pouvoir aller jouer au golf par risque d'aggraver sa blessure. Petite anecdote que je drop sur Steph, qui donc a un niveau excellent au golf. Alors on va voir que son coéquipier Splash Brother, on en parlera plus tard, n'a pas du tout le même niveau. C'est un pêcheur, Clay Thompson. Exactement. Mais non, Steph aime tellement le golf au point où il a fait installer un simulateur chez lui. Je sais pas si vous avez vu récemment sur le TikTok et le Instagram de Steph, il a fait une petite vidéo dessus. Il a un simulateur, je trouve ça fou, vraiment. Se dire que ce mec doit s'envoyer 4 heures de basket le matin, puis après s'envoyer 2 heures de golf sans aucun problème. Steph Curry, finalement, une belle vie. Ouais. On continue et on passe chez les femmes pour une autre passionnée de golf. La génie, la future, peut-être, j'en sais rien, mais peut-être la future Jordan du basket féminin, Madame Kathleen Clark, qui a été aperçue récemment. Donc c'est la star pour ceux qui ne savent pas, la star des Iowa Hawkeyes en NCAA féminine, qui a été aperçu en tournoi Pro AM avec Zach Johnson. Alors j'ai vu que c'était visiblement un mec qui avait l'air très chaud au golf, puisqu'il a remporté 2 tournois majeurs et qu'il est capitaine de l'US Ryder Cup. Et donc elle a été faire un petit tournoi avec lui là en début d'année, et qui a expliqué que elle en retenait énormément de leçons. Je pense que sont les leçons que nous avons énoncées plus tôt, c'est-à-dire stabilité émotionnelle, concentration, endurance. Concentration aussi sur une longue période de temps, parce que le golf c'est souvent long et il faut pas perdre sa concentration entre 2 trous. Voilà une autre athlète qui excelle non, mais qui joue au golf et qui visiblement continue de partager le fait que le golf c'est quand même vachement sympa à côté du basket. On va aller tout de suite vers un nouvel athlète, un de mes chouchous, Monsieur J.R. Smith. Je pense que tu l'avais deviné. On ne pouvait pas ne pas en parler. Je te connais. Bah oui, et puis Monsieur J.R. Smith, c'est un grand golfeur aussi. Alors oui, justement, c'est un grand golfeur, mais le golf lui a sauvé la vie, comme il le déclare dans un podcast de J.J. Redick. En fait, après sa retraite, après sa fin de carrière, Gérard c'est JR, je vais l'appeler Gérard, je suis désolé. Gérard confie que en fait, vous passez d'un moment où vous avez énormément de temps, et d'un coup, vous avez plus rien à faire, et il se sentait perdu. Il confie même qu'il commençait un petit peu à faire une dépression, et c'est là qu'il se retrouve une passion pour le golf qu'il avait un peu délaissé. Et à tel point que ça l'a amené, je pense que tu le sais, et nos auditeurs le savent peut-être, à retourner à l'école. Ah non, je savais pas. Ah, tu savais pas ? Eh si, il a repris donc un cursus à North Carolina. Ok. Alors le cursus scolaire, je crois que c'est dans le business, il me semble, mais j'ai pas été chercher cette info, je m'en veux maintenant. Okay. Mais surtout aussi pour jouer au golf, et il a intégré du coup la varsity team de l'équipe de North Carolina. Okay. Et apparemment, il déclare qu'il joue au golf presque tous les jours. Et alors, je comprends rien au système de notation du golf. Mais j'ai vu qu'il avait visiblement un niveau où je crois c'est pareil, il y avait marqué 87-59, j'ai rien compris à ce que ça voulait dire. Mais apparemment il est pas pro, il est entre le semi-pro et le pro. Il paraît qu'il est quand même très très bon, le petit Gérard Smith. Ok. Je savais pas qu'il avait repris des études. Si, il a repris des études, et notamment pour le golf, vous avez des très belles photos où il est en golfeur avec les cheveux violets et des dreads. Ouais, je l'ai vu jusqu'au bout. Vraiment magnifique. Il a un t-shirt au moins ? Oui, il a un t-shirt. Il a un petit polo de golf, North Carolina, il est tout beau. Mon père n'a Allez, on va partir sur un dernier athlète dans le golf qui a aimé ça, mais qui a aimé ça parce que finalement c'était de la compétition et plus que pour le sport lui-même. J'imagine que tu l'as deviné, nous allons parler de Monsieur Michael Jordan. Oui. Même dans Space Jam, il joue au golf. Même dans Space Jam, il joue au golf. Avec Larry Bird et Bill Murray.
Exactement. Ah oui, putain, c'est vrai. Mais oui. J'ai oublié cette scène. C'est comme ça qu'il se retrouve dans le monde avec Bugs Bunny et tout. Il va chercher sa balle et il est aspiré dans le trou de golf et il arrive chez les Looney Tunes. Oh, j'avais oublié que ça avait été à ce point-là. Bah oui, Jordan, grosse passion en fait. Jordan qui globalement découvre le golf quand il arrive en NBA. Et donner à manger à un dog, donner à manger à un compétiteur et il va vouloir devenir le meilleur. Et va naître une obsession pour Jordan envers le golf qui le poussera jusqu'à construire. Alors est-ce que tu le sais qu'il a construit chez lui un terrain de golf ? Bah, je le savais pas, mais je suis pas non plus ultra surpris de la nouvelle, je vais pas te mentir. Voilà. Est-ce que tu serais peut-être plus surpris d'apprendre que tu disais tout à l'heure c'est 18 trous normalement ? Ouais. Et bah lui il en a fait 23. Bah écoute, petit ego. Exactement. Et selon la légende, de ce que j'ai vu, alors j'ai pas été vérifié, excusez-moi, mais selon la légende, ce parcours de golf serait optimisé pour le jeu de Jordan afin qu'il ait toujours un avantage sur ses concurrents. Oh mec. Je suis tellement pas surpris en plus que c'est tellement de Jordan. Ça. Bah ouais, c'est ça. Il doit parier des 10 millions de dollars sur des parties de golf. Il doit parier des sommes au golf. Parce que j'aurais pu parler, je vais pas en parler, mais on aurait pu parler de la passion de Jordan pour le poker, mais c'est même pas vraiment c'est pas une passion, c'est plus une addiction. Une addiction. Ouais. Mais en tout cas, le golf semble être une vraie passion. Voilà un petit peu, pour les quelques athlètes que je vous ai cités sur le golf, on va finir, parce que je me suis fait kiffer avec de ce que j'ai vu, un petit classement des meilleurs golfeurs de la NBA que j'ai trouvé. Alors en 1, nous avons bien évidemment Steph Curry, comme je disais, qui a un niveau presque pro. Alors ça parlera peut-être aux gens qui font du golf, mais j'ai vu que Steph avait un handicap à plus 1,3. Et alors de ce que j'ai compris, le handicap, en fait, visiblement, si vous êtes au-dessus de 0, en fait, c'est votre nombre de coups que vous avez en plus par rapport à quelqu'un pour faire un par. Parce que visiblement, le par, c'est le nombre de coups parfaits que tu dois faire pour mettre dans un trou. Okay. Et en gros, si t'es en dessous, bah t'as genre, si t'es à moins 27, et bah t'as genre 27 coups en plus pour faire un par. Et donc t'es pas très bon. C'est ça. Si et bien du coup, 27. Apparemment, Steph aurait un handicap à plus 1,3, donc c'est-à-dire qu'il partirait avec un désavantage. Il aurait moins de coups de permis que de base pour faire un par. Ensuite, nous aurions Ray Allen avec un handicap de moins 0,2 sur l'un des parcours qui est au PGA Tour. Michael Jordan, parce que bien évidemment, quand tu es autant compétitif, tu finis par être bon, de toute manière. J.R. Smith, on va pas se mentir, il est quand même retourné à l'université pour ça, heureusement qu'il est bon. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos, mais la seule chose que j'ai trouvé sur lui, c'est qu'apparemment il est très bon aussi, c'est monsieur Larry Bird. Ah bah ça m'étonne pas trop non plus de Larry. Ça va bien avec le personnage. Ça va bien avec le style. Ouais, avec la DA du personnage, je dirais. Bah bien sûr. Attends... On parle de Larry Bird, merde. C'est vrai, il doit se trash-talker même au golf. J'ai mis en 6, de manière totalement arbitraire, Madame Kathleen Clark, parce que je ne veux pas croire que ce n'est pas une génie partout. Ouais, ça c'est une stat que tu sors de ton cul. Exactement, mais elle me plaît, donc elle est vraie. En 7, Monsieur Charles Barkley. Alors c'est un tir personnel, de tout ce que j'ai lu, apparemment il est vraiment nul au golf, mais lui dit avoir travaillé son swing et qu'il est presque bon parce qu'il joue tous les jours. Et qu'il est presque bon. Et je sais que il est presque bon, c'est une décla que j'ai trouvée de lui-même. Oui, il dit vraiment, oui, je sais qu'on se moque de mon swing, mais maintenant je suis presque bon. Et enfin, en dernier, j'en ai parlé tout à l'heure, le deuxième membre des Splash Brothers, Monsieur Klay Thompson, qui visiblement est mauvais au point qu'il en a fait perdre un tournoi à Steph Curry. Je crois que c'était cet été ou l'été dernier, où il y avait un tournoi invitationnel, où il y avait Steph du coup et Klay, qui affrontaient Patrick Mahomes et Travis Kelce, les deux joueurs des Kansas City Chiefs en football américain. Exactement. Et ils ont réussi, il a réussi à faire perdre Steph. Alors que visiblement Steph a un niveau quasiment pro, donc c'est vous dire visiblement le handicap que représente Monsieur Klay Thompson. Un poids mort finalement. Un poids mort finalement. On va continuer en parlant de la musique chez les joueurs NBA, autre passion massivement répandue. En vrai peut-être certainement avec tu parlais du gaming tout à l'heure, mais peut-être l'une des passions les plus répandues étant donné que quand vous êtes, n'importe qui peut faire de la musique aujourd'hui. Oui. Ça a commencé la passion des joueurs NBA pour la musique à la fin des années 90, milieu des années 90, début 2000. Vous allez voir, nous allons passer par plein de choses. On va passer par un type qui a été top 25 au Billboard 200, jusqu'à des trucs tellement cringe que j'ai même pas voulu aller les écouter. Et donc pour commencer, nous allons démarrer avec celui qui a tout lancé, j'ai envie de dire. L'unique, le seul. Shaq.
Exactement, The Big Diesel. Le pre-shot. Parfait. Savais-tu que Shaquille O'Neal avait signé un deal à l'époque avec JV Records en 1993 ? Ok. Ce qui l'amènera à sortir un album, l'album Shaq Diesel, et c'est cet album qui va se hisser top 25 du Billboard. Il a fait top 25 au Billboard. Il a fait top 25 du Billboard, et attention, tu n'es pas prêt. Il va drop aussi 3 autres albums, entre 93 et 98, qui vont tous, alors qui vont pas aller jusqu'au niveau, mais qui vont quand même réussir à chaque fois à rentrer dans le Billboard 200. Et il va surtout collaborer avec des gros noms. Alors RZA, je sais pas si ça te parlera, RZA, si... ça te parlera peut-être pas. Est-ce que peut-être plus Method Man et Ice Cube ? J'ai déjà entendu ces noms-là, ouais. C'est des noms que t'as entendus, et je pense... Ouais, certainement. Ouais. Et un nom que je pense, voilà, tu vas entendre. Sachez que Shaq a enregistré l'un des derniers titres de son vivant avec Biggie. Oh. Et oui, Shaq et Biggie Small, il y a un son qui existe. Ensuite, après 98, plus rien. On imagine que Shaq s'est peut-être un peu reconcentré sur le basket. Oh bah ça lui a et bien jusqu'à réussi, récemment, exactement, jusqu'à de... récemment en 2019, où je sais pas si certains se souviennent, mais Shaq à ce moment-là a repété un plomb sur les réseaux et on l'a vu apparaître avec le DJ Lil Jon. Et il a complètement annoncé sa carrière de DJ. On a pu l'apercevoir, je crois, à Tomorrowland, si je dis pas de bêtises. Oui. Et il aurait un album apparemment en préparation, le Shaq. Oh, le Shaq voilà, est le en Shaq train se de serait lancé cuisiner dans l'électro. studio. Exactement, voilà, petite anecdote. Ouais, j'ai vu pas mal de vidéos de Shaq en concert qui mixe ou des trucs comme ça. Ouais, bah mais le Shaq a toujours été un entertainer. Un showman. Ah bah, très très clairement. On va continuer avec des autres artistes. On va parler vite fait, en plus aujourd'hui, le jour où on enregistre ça, c'est le 26 janvier, RIP Kobe. On va parler vite fait de Kobe parce que sa carrière musicale n'a pas été terrible. Disons qu'il était meilleur joueur de basket que musicien. Mais il a quand même aussi signé un deal. Alors c'est au moment de son année rookie. Alors il y a la hype et donc Sony Records va vouloir se jeter dessus en 99. Il va d'abord apparaître en feat sur un remix de Say My Name des Destiny Childs. Non. Je sais pas si vous vous souvenez de ce son-là. Mais non. Et oui, si, il y a Kobe sur le refrain de ce son. Oh, mais j'ai envie d'écouter ça du coup là. Ah, tu vas aller écouter ça après, tu vas voir, tu vas en faire très vite envie d'arrêter. Ouais, bah, je sais, mais pour la culture, Kobe Bryant qui reprend avec les Destiny Child. Putain. Ah oui, c'est très très drôle. En 2000, il va sortir un titre qui s'appelle assez sobrement Kobe. Mais le titre va être un terrible flop. Il va essayer de le promouvoir au All-Star Game, mais tout le monde va s'en foutre. À tel point que Sony Records va rompre le contrat. Et pour finir, je dirais que le seul avantage de la carrière de Kobe Bryant, c'est que ça lui a permis de rencontrer sur un tournage Madame Vanessa Bryant. Et ça, c'est beau. Et oui, l'amour a été trouvé grâce à la musique. Je savais pas ça. Mais je croyais qu'ils je ne savais pas non plus, j'ai appris. Je croyais qu'ils étaient ensemble au lycée ou un truc comme ça. Bah non, parce qu'au lycée, Kobe fait son bal de promo avec... mais oui, c'est avec... Merde, comment il s'appelle ? Une blonde... Oui. Je sais plus. Une grosse artiste du début des années 2000 dont j'ai mangé le nom. Ouais, pareil. Ça va revenir dans un pas peu Brandy, pas un truc comme ça ? Brandy, quelque chose comme ça ? Possible, j'ai plus son nom non plus. Ouais, j'ai mangé le nom, punaise. Dommage, on n'était pas nés aussi. Je vais regarder sur internet. Continue. N'hésite pas à les regarder. Je vais continuer, du coup, en parlant d'un autre joueur NBA, et peut-être celui qui a refait naître la vibe musicale en NBA, monsieur Dame Dolla, Damian Lillard, monsieur titulaire au All-Star Game. En effet, Dame Dolla, je sais pas si vous vous souvenez, il va apparaître sur une radio où il va lâcher un petit freestyle, une radio rap. Alors, je crois que j'ai un doute, mais il me semble que il apparaît sur la radio Shady Records. Pour ceux qui se demandent, oui, ça avait un rapport avec Eminem, ça n'en a plus trop maintenant. Et en fait, il va lâcher un petit freestyle et ça va un peu choquer tout le monde. Derrière ça, sur Vine, parce qu'à l'époque, c'est pas sur Vine, pardon, sur Instagram, mais c'est un truc qui est né sur Vine. Il va participer au challenge 4 Bar Friday, où tous les vendredis, vous lâchiez 4 bars. Et Damian va commencer un petit peu à faire comprendre à tout le monde qu'il sait rapper. Il explique que lui a appris en fait à rapper parce que quand il était plus petit et qu'il voulait être avec ses grands cousins, tout le monde rappait, donc il a fait comme ses grands cousins. Suivant la hype, est-ce que c'est ce qu'il voulait capitaliser dessus ou est-ce que ça le faisait kiffer, il va sortir un album en 2016, un album qui est nommé The Letter O, dont tu as forcément écouté des morceaux puisqu'à l'époque je l'écoutais pas mal cet album, moi j'avais bien aimé. Moi aussi j'avais écouté quelques morceaux.
Ouais, je passe une grosse dédicace au son Bigger Than Us qui était sorti je crois en 2015, que je kiffais vraiment beaucoup trop, avec en feat avec Paul quelque chose, je ne sais plus. Ce son, c'est le meilleur succès de Lillard parce que ça va se hisser top 119 du Billboard 200. The Letter O va se hisser top 119. Depuis, il va quand même sortir 3 autres albums, et des titres par-ci par-là. Si en France, on a eu une petite vague au début quand c'est sorti, ça s'est très vite calmé. Je pense qu'on n'a pas du tout entendu. Le dernier album est sorti en 2022, je crois qu'on n'a rien entendu du tout. Non. Et par contre, il faut savoir que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est devenu un mème, Dame Lillard qui rappe. C'est vraiment, ça se fout beaucoup de sa gueule par rapport à ça. Voilà un petit peu pour le Dame Dollar. Pour revenir vite fait, c'était bien avec Brandy Norwood que Monsieur Kobe était arrivé à 100 balles de promo. Fin de la parenthèse. Merci. Continuons avec pareil d'autres joueurs du milieu des années 2010 qui vont faire de la musique. Monsieur Iman Shumpert, autre joueur que j'apprécie énormément. Je savais qu'il faisait de la musique parce que pareil, c'est un des mecs dont j'ai écouté ses sons que j'aimais bien. Je trouve qu'il a une bonne musicalité. Sous le pseudo Iman, le champion 2016 va sortir pas mal de titres et même des EP. À l'époque, il avait déjà fait le buzz. Alors c'était en 2012, il avait fait un buzz avec The Knicks Anthem. C'était devenu viral à l'époque sur les réseaux. C'était l'époque où il s'était fait ses croisés, donc il avait du temps. J'ai été écouter un petit peu ce qui se fait. Alors déjà, la première chose que je dirais, c'est qu'il peut dire merci, parce qu'il est également monstrueux en danse et en musique aussi. Et il peut dire merci à sa femme, la danseuse Teyana Taylor. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, sachez que Iman Shumpert fait partie de ces athlètes NBA qui sont moins populaires que leurs femmes. Parce que Teyana Taylor, Outre-Atlantique, c'est Vla la Rosta, mon ref. Ok, je m'entends ce son là. Alors, c'est une énorme danseuse, enfin, elle est danseuse, chorégraphe, chanteuse, elle a genre 14 milliards de casquettes. Ok. Et elle a vraiment produit beaucoup de choses. Elle est dans un clip, je vais pas réussir à m'en souvenir. Elle est dans un clip assez viral, je ne sais plus lequel c'est, je vais pas perdre de temps dessus. Ok. Voilà pour Iman Shumpert, il a sorti des morceaux, j'ai écouté. Je dirais juste que sa musique, c'est pouce. Voilà, c'est une musique pouce. Ok. On continue avec des mecs qui ont fait de la musique un peu moins pouce. Tu te souviens quand on était au lycée, qu'on commençait à traîner ensemble et que dans les vestiaires de basket, on avait écouté le freestyle tout fraîchement sorti de Lonzo Ball, Melo Ball One. Aucunement, j'en ai. Tu t'en souviens pas du tout? Non. Ah, je me souviens de l'avoir fait écouter à tout le monde à cette époque-là. Le son est éclaté, hein, vraiment. Oui, ça m'étonne pas. J'ai marqué 2 sons que je qualifierais d'oubliables. Mais si un jour on vous pose la question en trivia, sachez que Lonzo Ball a participé à l'émission The Masked Singer aux États-Unis. Ok. Voilà, grosse émission, il y a participé. D'accord. On continue dans le cringe, je vous en reprendrai bien un petit peu, non? Avec grand plaisir. J'espère que avec tu vas grand parler plaisir. d'un Français. Alors non, pas encore. Je t'invite d'abord à ne surtout pas aller écouter les musiques d'Aaron Gordon. Je vais le faire, toi, comme ça. Ah oui, mais vraiment pour ton bien, n'y va pas. Le champion 2023 s'ennuyait beaucoup en 2020 pendant la pandémie. Il aura sorti des sons que je catégoriserais de bizarres. Pour le moins, je ne comprends pas le flow, je ne comprends pas les prods et je ne comprends encore moins le clip. Okay. Je sais bien que la musique c'est subjectif et propre à chacun. Donc je ne ferai aucune critique si ce n'est que je n'ai pas compris et que j'ai essayé de regarder 2 trucs et ça m'a cringé, donc je suis parti. C'est quoi, c'est genre du rap C'est genre un mélange. Alors comment essayer de dire? C'est une espèce de mélange entre du rap mais sur un tempo très lent, avec une intensité de voix très faible. C'est pas bien mixé. Le clip que j'ai regardé, c'est lui dans un fauteuil qui fume un cigare avec des verres, je pense que c'est de la vodka ou du martini. Ou de l'eau. Ça fait ou de l'eau peut-être. Ça fait, c'est vraiment. Tu sens qu'il s'emmerdait pendant la pandémie et qu'il savait pas quoi faire. C'est du mumble rap quoi, si je résume. Non, c'est même pas du mumble parce que le mumble c'était quand même un peu rythmé. Là vraiment c'est. En fait on dirait un espèce de mélange entre de la plug et du rap, sauf que c'est de la plug genre. Je vais rapper comme ça, voilà, avec la voix tout faible. Chopped & Screw. Alors c'est. Ouais, je sais pas. Non, bon, c'est même pas vraiment du Chopped & Screw parce que le Chopped & Screw c'est ralenti. Genre, c'est pour ça que j'arrive pas à le catégoriser. Je n'ai pas réussi à me dire, ok, ça rentre dans telle case de la musique. Eh bah écoute, ça rentrera dans la case Aaron Gordon. C'est ça. Peut-être que dans 30 ans ce sera un génie. Pour l'instant, c'est juste un mec que j'ai pas compris. Allez, avant de finir avec le summum du cringe, on va parler de quelqu'un qui a un vrai talent. Et pour le coup, je pèse mes mots. Quelqu'un qui a une vraie belle voix.
laissez-moi vous parler de Victor Oladipo. Ah oui. Parce que, oui, bien que sa carrière NBA, elle a pris du plomb dans l'aile récemment. Dans le genou, surtout le plomb. Victor... Hein ? Dans le genou, surtout le plomb. Hein. Oui, bah après, son genou l'aidait à voler, t'as compris. Victor, en tout cas, peut se rassurer en se disant que quoi qu'il arrive, il aura toujours la musique s'il a besoin. Vraiment, c'est un vrai talent. Il a une vraie belle voix. En 2017, il va s'ouvrir à la NBA en faisant le son Song for You. En 2018, il sortira VO pour Victor Oladipo, son album. Et il a des bons feats dans l'album. Hein. Il a un feat avec PNB Rock et Tory Lanez. Tory Lanez. Tory Lanez, pardon. J'aime bien dire Lanez, alors ça c'est une private joke, désolé. Non, et du coup avec Tory Lanez, pardon. Et non, une vraie belle voix, des influences très R&B pop, mais auxquelles on peut rajouter aussi des fois un petit peu de soul. Okay. Franchement, très très agréable, Victor Oladipo. Vous pouvez l'écouter très premier degré. Lui aussi a participé à... Je crois que c'était le All-Star Game 2017 ou 16 à New York. Et qu'il arrive c'est le All-Star Game 2017 où il chante. Parce il arrive en chantant New York, New York. Oui, attendez, c'est celui il est sélectionné, il a une sélection All-Star Game, je crois, Victor Oladipo. Je suis pas sûr. Pour moi, c'était avant un concours de dunk, je crois. Ah, pour moi, ça doit être 2017 ou 2018. Il a une sorte de maillot avec un mode costard. Il reprend Frank Sinatra. Ouais. Et en chantant Sinatra. J'ai un vrai... Là, tu m'as mis une vraie colle, là. Effectivement, je me souviens de ça, mais alors, quand est-ce que c'est ? Je sais plus. Pour moi, c'est 2017, le All-Star Game à New York. Ouais, c'est possible que ce soit 2017, ouais. Okay. Mais en tout cas, Victor Oladipo, vrai talent, allez écouter. Pour le coup, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et lui aussi a participé à The Masked Singer et il a fini 5ème de la 2e saison de l'émission. Okay. Donc j'imagine que c'est vraiment la preuve qu'il a une belle voix quand même, parce que je crois que c'est un truc où il y a beaucoup de candidats. Je crois qu'il y a quasiment une 50aine de candidats au début. Ok. Ma foi, bien joué Victor. Fort. Bon. On finit en parlant de la musique avec le cringe. Allez, ma France. Le cringe du cringe. Et je vais raconter une anecdote personnelle pour introduire. Oh. Nous allons bien évidemment parler, vous l'avez compris, de Monsieur TP9, Tony Parker. Si les gens ne rigolent pas quand tu dis ton rêve, c'est que tu ne rêves pas assez. Tu ne rêves pas assez grand. Tu ne rêves pas assez grand. T'as compris. Vous avez tous, vous l'avez la rêve. Je ne la dirai même plus. Je n'ai même pas besoin de la dire. Non, Monsieur TP9, voilà une des nombreuses infamies dont TF1 est responsable. Et infamie qui a conduit, à l'époque, je crois qu'on est en 2016-2017, un jeune garçon à ce qu'une amie de son père, pour la déconne, lui offre l'album de Tony Parker. Et à l'époque, c'est l'époque de Vine. Et je veux être drôle sur Vine, et je filme le truc, et je vois marqué « Balance-toi ». Je me retourne la caméra, et vraiment, j'éclate le CD contre le mur. J'ai jamais jeté quelque chose aussi fort contre un mur que ça. Tu m'as jamais parlé de ça. Eh bien, parce que cette vidéo est morte, d'accord ? Cette vidéo, elle ne ressortira jamais. J'ai tout brûlé. C'est pas fun, putain. Mais il fallait que je raconte cette anecdote. Non, cet album, qui pourtant, bien qu'il soit oubliable, il y a quand même des titres qui ont marqué les esprits. Hein. Balance-toi, Premier Love, parce que bien qu'on le veuille, c'est quand même, c'est devenu des blagues, mais c'est quand même des titres qu'on connaît tous. Oui. Il me semble. Il y a un feat avec Booba. Je dis pas de bêtises. Alors oui, il y a un feat avec Booba, mais surtout Balance-toi ou Premier Love, il y en a un des deux qui est disque d'or, hein, sachez-le. Non, ça m'étonne pas. Non, il y a des feats avec Booba, mais il n'y a pas que Booba, mec. Il y a Soprano. Oui, et merde, comment ça ? Il y a Grand Corps Malade. Il y a Éloquence. Oui, bah, ouais, alors Éloquence est notifié en co-auteur sur tous les sons. Ok, en ghostwriter quoi. Ouais, bah c'est même pas le ghostwriter, c'est vraiment genre tout est écrit avec lui. Genre visiblement il a vraiment écrit la moitié de l'album. Non, donc Booba, Soprano, Grand Corps Malade. Et il y a aussi un feat avec Jamie Foxx. Mais oui, c'est vrai. Il y a un feat avec Jamie Foxx. Oh putain, mon dieu. Et oui. Et alors sachez que du coup, déjà à l'époque ça a été un flop. Même si poussé par la promo de TF1, Balance-toi va être genre numéro 1 du top 50 pendant quelques temps. C'est un gros flop. Et heureusement, parce que ça devrait à la base voir 2 autres albums. Tipeee a confié à avoir signé pour 3 albums à l'époque. Dieu merci, on n'a jamais eu ça. Oh, putain. Et voilà, merci TF1 d'avoir encore fait une infamie de plus. Putain.
Ah mais ouais, c'était... Balance-toi là. Oh là là, quel morceau. Balance-toi. Balance. Premier balance, Love aussi. balance-toi. Premier Love, c'était quelque chose. Hein. Premier Love, J'ai c'est plus quelque l'air en chose. tête, mais Premier Love, c'était quelque chose. Faisons un petit saut très rapide parce que ça dure déjà plus longtemps que ce que je pensais. On va sauter, tant pis, je voulais qu'on parle un petit peu des chaussures, de la passion des joueurs NBA pour les chaussures. PJ Tucker. PJ Tucker, alors notamment, c'est celui que vous connaissez tous qui a même plus qu'une pièce, un showroom dédié à ça et qui souvent est connu pour les joueurs parce qu'il a vous avez tous l'anecdote de Giannis quand il est avec PJ et qui dit mais attends, t'as mes propres chaussures avant moi. Je la connaissais pas ça. Tu connais pas cette anecdote? Non, alors allez voir la vidéo, ça se trouve très facilement sur YouTube, ils sont dans le vestiaire. PJ sort une paire et là Giannis le regarde et fait mais attends c'est quoi ça? Et il fait bah c'est le nouveau coloris de ta chaussure mec. Il fait mais attends comment t'as le nouveau coloris de ma chaussure avant moi alors que c'est ma chaussure. Et donc pour l'anecdote faut savoir que PJ Tucker a confié que oui il a des relations très privilégiées avec certains mecs de chez Nike et que c'est une passion qui date depuis très longtemps. Donc il a des paires qu'il a depuis très très longtemps et que bah voilà en fait il les a accumulées. Aujourd'hui il a l'accès à certaines paires. Je pense que toutes les paires les plus recherchées, je crois, il me semble de mémoire qu'il a la paire de Jordan 4 X Eminem qui coûte genre 40 000 balles. C'est vous dire à quel point c'est un truc de ouf. Non, je pense qu'il a les Witherspoon, tu vois. Oh, c'est possible, hein, les maisons Château Rouge, c'est possible aussi. Non, il y a pas que lui qui a des passions pour les chaussures. Avant, les mecs qui ont des grosses passions, il y a Joe Johnson aussi. Okay. J'ai trouvé une interview de lui où il confie avoir quasiment plus de 480 paires de sneakers chez lui. Donc ça commence à faire pas mal de paires de sneakers quand vous pouvez en mettre une différente tous les jours. Et que t'as encore de la marge pendant un an. C'est ça. Et vous avez aussi monsieur Demar DeRozan qui confiait sur le podcast de Paul George avoir quasiment toutes les Kobe. Ok. Et ouais. DeRozan dit qu'il est pas qu'il aime bien les sneakers, mais qu'il est surtout fan des Kobe et qu'il en a apparemment pléthore. Et petite anecdote qui n'a rien à voir avec le game de la sneakers directement. DeRozan ne lasse pas ses chaussures NBA, vous le saurez. Ah ouais. Non, pareil dans l'émission avec Paul George, il en parle, il dit en fait je lasse mes chaussures genre vite fait, mais elles sont jamais serrées. Et alors par contre il explique qu'il joue avec des chaussures neuves à tous les matchs. Ouais. Et il dit non, je serre pas. Il dit tu peux me voir en match, genre je peux littéralement sortir le pied de ma chaussure sans aucun problème. Ok. Truc de fou furieux, je sais pas comment ça passe, mais ça passe. Je comprends pas comment il peut encore marcher ce bonhomme surtout. Et bon, ce Demar DeRozan. Ouais, il est fort, pas que sur le terrain, pas que au mid-range. Ouais. Allez, on va expédier un peu les chaussures parce que sinon je voulais faire court et je vais jamais réussir, surtout que je vois encore tout ce qui me reste. On va aller parler des passions un peu plus originales. Allez. Nous allons commencer. Allez, on va commencer avec un Frenchie. Oh. Tu connais la passion de Wemby ou pas? De Wemby. Je sais qu'il dessine. Il dessine beaucoup. Wemby. Et oui. Ouais. C'est lui, c'est sa passion, c'est le dessin. Alors, révélation qui a été faite sur le documentaire Unique, diffusé par Canal+ après sa draft. Il a un vrai penchant apparemment pour l'art de manière globale et le dessin, puisqu'il avait expliqué en point presse après la diffusion qu'il recherchait pas mal d'œuvres d'art pour décorer sa maison. Okay. Wemby est quelqu'un qui aime énormément, on va dire, la culture littéraire, puisque le dessin, je le rangerais dans quelque chose d'un peu littéraire. Et il aime aussi beaucoup lire. Je sais pas si vous avez vu l'anecdote, que les Spurs ont interdiction de l'appeler après 9h30 du soir, parce que c'est le moment où il lit pendant 1 heure. Ok. Et t'avais pas vu ça? T'as pas vu passer ça récemment? Je savais qu'il lisait beaucoup, mais le truc de vous m'appelez pas après telle heure, non, ça je l'avais pas vu. Si, les Spurs ont interdiction de l'appeler après 21h30. C'est marrant. Parce que pendant 1 heure il lit et qu'il va se coucher à 22h30, et il y a Trey Jones qui a sorti cette quote incroyable de ah non mais il fait pas ça pour les caméras, il lit vraiment, genre il reste pas juste à la première page. Petite balle à LeBron. Ah oui. Le first page. Exactement. Mais non, Wemby lit beaucoup, lit et dessine beaucoup, et il a un style de dessin qui apparemment est très réaliste, même s'il confie parfois dessiner de l'abstrait, et je n'ai pas trouvé, mais j'aimerais beaucoup voir ce qu'il dessine. Okay. Je me souviens avoir vu dans le documentaire l'Unique justement, qu'il dessinait souvent ses coéquipiers, parce que souvent quand il dessine c'est qu'il a rien d'autre à faire, genre dans les trajets en bus ou quoi, et que souvent il dessinait ses coéquipiers. Mais c'est mortel en vrai de... Déjà, alors moi c'est très con, hein, mais Wemby étant si grand, ça rend tout très drôle. Victor Wembanyama avec un tout petit stylo qui dessine. Oh, j'adore cette image. J'aimerais trop voir Victor Wembanyama avec les petits crayons de bois Ikea. Juste pour voir ce que c'est pour la science. Oh, pour la science, c'est très très drôle.
Allez, passons sur OMB et attaquons Monsieur Chris Paul. Est-ce que tu connais la passion de Chris Paul ? T'as parlé du golf, mais je crois qu'il en fait aussi un peu, il me semble. Alors il en fait, j'en ai pas parlé volontairement parce qu'il a une autre passion que je trouve plus prépondérante que le golf, mais... Je sais pas, les bateaux bananes sur l'eau. Alors le banana boat, et non. non, c'est le bowling. Le bowling. Ah mais oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé en plus. Et ouais, Chris Paul est complètement fan de bowling. Alors c'est une passion qui lui vient de son père, qui jouait déjà au bowling et qui à l'époque du coup emmenait Paul et son frère avec lui. C'est une tradition d'ailleurs que Paul dit continuer avec ses propres enfants. Il paraît qu'il emmène ses enfants au bowling. Il dit que c'est une excellente activité familiale. Chris Paul apprécie tellement le bowling qu'il est propriétaire des LAX, la franchise de Los Angeles qui évolue dans la Pro Bowling Association, la PBA. Ok. Et il hoste depuis maintenant quasiment 15 ans un tournoi sur invitation où des sportifs de tout domaine s'associent à un... Alors, je ne sais pas comment on dit un joueur de bowling professionnel en français, mais je vais dire un bowler, parce que c'est le terme américain. Un bowler professionnel. Et il paraît qu'il est très très bon. Il apprécie notamment le bowling parce que ça demande une énorme précision de striker et que c'est un gros compétiteur. Et sachez qu'il a déjà remporté, alors à l'époque de l'article que j'avais trouvé, c'était en 2018, déjà 4 fois son propre trophée. Et qui souhaite apparemment activement développer l'image du bowling aux États-Unis puisqu'il considère que c'est une excellente activité familiale, comme je disais. Ok, c'est marrant. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi Chris Paul fait des passes de fou furieux, parce qu'il envoie des grandes boules de 20 kilos dans des quilles. Ok. Allez, continuons avec les passions un peu plus originales. Est-ce que tu connais la passion de Monsieur James Johnson ? James Johnson ? Oui. Ah, c'est le sport de combat, je sais plus lequel exactement. Exactement. Les sports de combat au global, il y en a 2, on va en parler. Cette passion lui vient de ses parents. J'ai appris que le père de James Johnson était 7 fois champion du monde de kickboxing. Ok. Et que sa mère était ceinture noire de kick. Ok. Donc autant vous dire que déjà la castagne, ça coule dans le sang des Johnson, parce qu'ils sont 8 dans la fratrie. Donc j'imagine pas les Royal Rumble que ça devait faire. En fait, c'était le Fight Club chez les... Exactement. Ils sont 8, et bien surtout, mec, le daron qui est 7 fois champion du monde de kickboxing et la mère qui est ceinture noire. Alors, je suis pas pour la violence, hein, mais t'as quand même vraiment peur que tes parents te mettent une branlée. Non. Les sports de combat pour James Johnson, c'est quelque chose qui coule dans ses veines depuis toujours, finalement. Il explique que ça lui a quand même appris des choses primordiales pour la NBA. Il explique que le kickboxing lui a appris à ne absolument pas avoir peur de prendre des coups dans la tête, et notamment quand il drive. Oui. Parce que finalement, quand t'es habitué de manger des grands pieds-bouches, c'est pas la petite main qui traîne qui te fait peur. Oui. Surtout que James Johnson est costaud. Oui, c'est ça. Hein. Pour ceux qui n'ont pas 2m06 pour plus de 115 kg, hein, James Johnson. On appelle ça globalement un beau pépère. Un bœuf. Exactement. Un bœuf aussi, ça marche. Sachez qu'à titre de comparaison, du coup, en termes de... Il est plus grand que Francis Ngannou, mais il fait le même poids. Et comme Francis est plus petit, ça rend plus impressionnant. Il explique également que donc je l'ai pas, c'est vrai que j'ai complètement omis ça. Finalement, il est ceinture noire de kickboxing, d'ailleurs comme les 8 membres de sa fratrie. Mais il est également ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Okay. Et il explique que le jiu-jitsu brésilien lui a notamment appris à retomber lors de quand vous avez des contacts en l'air ou quoi que ce soit pour minimiser les dégâts. Okay. Si un jour il vous vient à l'idée de vous battre avec lui, alors si déjà vous avez jamais vu un joueur NBA chercher de la merde à James Johnson, c'est bien pour quelque chose. Puisque ce dernier a actuellement un record de 20-0 en kickboxing et de 7-0 en MMA, avec notamment, et là tenez-vous bien, une victoire en 87 secondes contre un type dont j'ai perdu le nom, mais qu'on retrouvera en combat pour le titre de la ceinture heavyweight à l'UFC 2 ans plus tard. Ok, donc un mec pas mauvais de base. Voilà, un mec pas mauvais. James Johnson a dit qu'il avait à un moment donné sérieusement envisagé les sports de combat pour en vivre. Okay. Même si il est, comme il le disait, il est quand même assez heureux, notamment pour sa santé et sa famille, de ne pas avoir à rentrer dans le ring et à mettre sa vie en jeu pour pouvoir vivre. Récemment, pour ceux qui auraient vu à l'issue de l'UFC qui a vu John Jones battre Cyril Gane, Jim Johnson avait déclaré que donnez-lui 1 an et il casse la gueule à John Jones, qui est littéralement le GOAT du MMA. Genre, pareil, j'ai pas une grande connaissance en sport de combat, mais j'apprécie ça. De la plupart de mes amis qui s'y connaissent mieux, il y a peu de monde qui peut dire qu'il casse la gueule à John Jones, à part Francis Ngannou. Voilà, donc ça vous pose un peu la confiance du bonhomme dans sa bagarre.
Voilà pour James Johnson. Ok. On continue 2 autres passions un peu plus originales. Si tu m'as bien écouté quand on a fait le podcast sur Chris Bosh, quelle est la passion de Chris Bosh ? Le codage. Et oui, je voulais en reparler, le coding que Chris Bosh connaît en fait depuis tout petit, puisque j'avais pas lu cette info et je suis dépité pour le podcast sur lui. En fait, c'est un truc qui lui vient des maisons de quartier un peu qu'ils ont là-bas, où des mecs de son quartier en fait codaient déjà à l'époque, et il y avait une maison avec des ordinateurs d'ouvert et il y est allé, il aime ça apparemment depuis tout jeune. À Georgia Tech, du coup, il va poursuivre et choisir l'option computer graphique pour pouvoir devenir graphiste. Et donc, Chris code. Le code, comme beaucoup le savent, ça demande d'être patient, ça demande d'être méticuleux, de savoir gérer sa frustration. Quand ça fait 2 heures que vous codez quelque chose et qu'il y a une ligne de code qui vient tout foirer. Sur les 500 qu'on vient de faire. C'est ça, pour les personnes comme moi qui ont déjà un jour se sont dit « si j'apprenais le coding » et qui ont très vite arrêté parce qu'on n'a pas du tout la capacité à gérer sa frustration, vous savez comment c'est dur. Et donc oui, des qualités qu'il a certainement emmenées avec lui en NBA. Je l'ai précisé dans le podcast, mais oui, sachez que Bosh sait coder du HTML, du JavaScript et du CSS. Vous aurez dans les sources d'ailleurs une vidéo où en fait il a fait une énorme série de vidéos il y a 10 ans de ça pour le site coder.org qui promouvoit le coding aux États-Unis. Et où il parle du fait qu'il ne faut pas avoir peur pour les... alors il s'exprime pour les jeunes afro-américains issus de quartiers un peu populaires, de dire vous ne devez pas avoir peur de vouloir coder, de vouloir devenir intelligent grâce à ça, parce que c'est vraiment des métiers d'avenir. Bah oui, c'est sûr. Et comment lui donner tort finalement ? Bah là-dessus, il vise pas trop mal l'ami Christophe. Exactement, l'ami Christopher. Continuons une autre passion un peu originale que tu dois peut-être connaître, la passion de Miles Turner. Ah, les Lego. Exactement, une passion assez folle, en tout cas que lui a amené à des dimensions assez folles. Miles a une pièce complète de sa maison qui est réservée aux Lego, et je me dis juste un truc, quand vous savez à quel point c'est compliqué de construire des Lego, et surtout qu'un Lego, une fois que c'est construit, ça ne doit surtout pas être détruit parce que c'est infaisable de nouveau. Imaginez le jour où il va être tradé, et qu'il va devoir tous les déplacer. Parce qu'attendons... Je sais pas, peut-être je te vole une bille, mais il a un... Lui. Tu me voles une bille. Ok. On va en parler après. Ok, je te le laisse. Vas-y. Bon, tu sais quoi ? Non, vas-y. Annonce. Allez, je l'annonce. Il a une statue, je sais pas, enfin une construction en Lego de lui. Donc, une représentation à taille réelle. Voilà, à taille réelle de lui qui fait plus de 2,10 je crois. Je sais plus quelle taille il fait. Il fait 2m11 voilà. Miles Turner. Donc 2m11 de lui en Dark Vador, en Lego. Exactement. Donc ça, quand tu vas devoir la déplacer, je veux pas être là. Et tu sais combien de temps ça lui a pris ? Oh bah, ça doit être un truc indécent, genre plusieurs mois j'imagine. Alors lui, il a estimé à 1000 heures de travail à peu près. 1000 heures de travail, putain. Vous imaginez 1000 heures ? Il dit que, Miles dit passer à peu près 3 à 4 heures par jour à construire des Lego. En plus de sa pièce, il a littéralement des Lego dans toutes les pièces de sa maison. Il a des œuvres qui vont de 1000 pièces à plus de 10 000 pièces, comme pour son Dark Vador. Parmi les pièces les plus impressionnantes qu'il a, on a le Titanic, on a le Faucon Millenium ou encore le Manoir du Joker. Ok. Je pense qu'il doit avoir il doit tous les avoir. Je l'ai pas dit, mais genre il a la tête de Mario, il a l'étoile noire de Star Wars, il a les trucs, il a les vaisseaux de Batman, il a tous les vaisseaux de Star Wars. Je pense que tout ce que Lego a fait, il l'a. Ouais, ça m'étonnerait pas. À mon avis, il a même des parts dans Lego à ce niveau-là. Il pourrait. Je pense qu'il doit passer sa vie à Legoland. Exactement. Ah oui, ça doit être ça doit être le paradis pour lui. Ah bah ça. Voilà pour les passions originales. Okay. On va passer sur un petit quiz, un mix quiz et anecdote. C'est les passions qu'on n'aurait pas devinées. Je te donne le joueur et tu dois essayer de me trouver la passion. On va commencer tout de suite par un exemple, comme ça les gens vont un peu cerner. Paul George. Paul George, c'est un pêcheur aussi. Exactement, Paul George est un pêcheur. Voilà, donc un petit peu pour cerner, donc oui. Paul George, un passion qui lui vient de son père. Il adore pêcher, vous l'avez vu lors de la NBA Bubble. Il a été pêché il raconte dans ce podcast qu'il a été pêché avec pas mal de joueurs NBA. Avec Ben Simmons, pas mal aussi, je crois. Ouais. Et puis qu'il aime ça parce que ça lui permet d'être détendu, d'être calme et que ça demande de la patience. Est-ce que tu connais la passion de Rajon Rondo ? Rajon Rondo. Alors là, faire boire son fils. Non. Non, tu la connais pas ? Non, j'ai pas du tout là. Eh bah, après le titre de
des Seas en 2008, certains sont en vacances, et bien Rajon Rondo, lui, il fait du roller. Du roller? Genre roller derby ou en skatepark? Non, genre du roller, genre la piste où tu fais des tours en rond, la roller à 4 roues, de devant, de derrière. Ah oui, ok, d'accord, je vois. Il a découvert ça à l'anniversaire de son cousin. Ok. Et apparemment, il a testé des figures, il a kiffé, et il dit que ça lui apporte rien du tout dans le jeu, mais que juste il adore faire du roller. Bah écoute, magnifique. Voilà. En effet, Est-ce je que tu l'aurais pas connais deviné. On l'aurait pas deviné celle-là. Est-ce que tu connais la passion des frères Lopez, Les Brooke et Robin? Lopez. Je sais pas, je les imagine bien, genre être... Ce sont des nerds. Des nerds? Ah ouais, ok, moi j'aurais dit Ouais, genre dans la nature, survie, tu vois. Je sais pas. Ça Je aurait trouve que pu, ça leur mais non, correspond. C'est des nerds, bon, j'imagine que ça doit C'est pas des être le nerds. codage, parce qu'on Non, en a parlé tout à l'heure. Exactement. Je sais pas. Eh bien, ce sont les comics books. Oh, ok. Ce sont deux énormes fans de comics, les Lopez. Ok. Et à tel point qu'aujourd'hui, j'ai vu, alors ils sont potes avec le monsieur Jim Lee, qui est un Le auteur fils de de comics Stan apparemment. Peut-être, je n'en sais rien. Ok, Je n'ai bon. pas vu de lien de parenté quand j'ai été regarder sa fiche Wikipédia. Ok, bon. Mais le monsieur qui a fait globalement pas mal de DC Comics, je crois, depuis le début des années 2000, notamment une série de Batman qui est un peu cool apparemment. Ok. Et qui, en tout cas, de ce que j'ai vu, est cité comme un monsieur dans le monde du comics. D'accord. Ok. Continuons avec un Européen, monsieur Pogazol. Pau Gasol. La gasolina. La gasolina, Dame Mas Gasolina. Voilà. Est-ce que c'est artistique? C'est artistique. Ok, c'est de la musique? C'est de la musique. Ok. Il joue d'un instrument ou Ouais, il joue d'un instrument. Je pense que c'est un... Je sais pas, je l'imagine bien faire un instrument à vent, genre du trombone ou un truc comme ça. La trompette. Et non, c'était un instrument à cordes. À cordes. Il joue du violon. Du violon, ok. Et ouais, il joue du violon et il joue si bien du violon qu'il a été pendant un moment dans l'opéra de Los Angeles. Oh, ok, je savais pas Voilà. Et pareil, moi, l'image de voir un mec, il doit faire quoi, 2,06 à peu près, Pogazol, Ouais, dans en train de ces jouer eaux-là. du violon, ça Ouais. me fracasse de rire. Alors, j'ai dit violon parce que j'ai trouvé que des papiers en anglais sur ça, et alors ils disent violon basse. Et est-ce que violon basse c'est violon C'est de ou est-ce que l'alto. c'est de la basse? C'est de l'alto. C'est de l'alto? Ouais. Bon bah c'est de l'alto. Merci T'inquiète. merci mon ami Il y a bilingue, et merci il y a Google aucun Trad. problème. Il y a aucun problème. Donc il joue de l'alto, Pogazol. Ok. Allez, on continue. Je vais garder les plus drôles pour la fin. Deron Williams. Deron Williams. Oh. Ouais. Alors là. Réfléchis, ça a quand même un petit rapport avec une des équipes NBA dans laquelle il a été, dans laquelle il a débuté sa carrière. Donc il a commencé au jazz, c'est un mormon. Alors non, sa passion c'est pas les mormons. Non, sa passion c'est l'escalade. Ouais, j'allais dire un truc de montagne, genre le ski, j'allais dire. Un truc. mais, ok. Non, c'est l'escalade, la passion de Deron Williams. Alors, Ok. je comprends pas comment il a pu le faire, sachant que l'escalade est considérée comme sport à risque et que les joueurs NBA n'ont pas le droit de faire de sport à risque. Bah, il Mais doit faire soit. ça en intérieur, j'imagine. De toute façon, maintenant, il est Ouais, plus il y a joueur moyen. NBA. Donc... Oui, de toute façon, c'est ça. Ok. D'un jazz, on va en passer à un autre. Karl Malone, est-ce que tu connais sa passion? Et je préchote tout de suite cette blague, tu ne la fais pas. C'est Mais- une merde, mais on fait pas ce genre de blague ici. Vraiment, j'allais commencer à la dire. Oui, c'est pour ça que je sais très bien, je te connais. J'irai voir Karl Malone, pour ceux qui savent pas, des Et affaires allez voir Karl de Malone pédophilie, 13. tout simplement. Voilà. C'est une merde, on ne fait pas de blague avec ça. Ok. On a une autre passion. Il a une autre passion, je sais pas, aller à la salle ou distribuer le courrier. Alors oui, distribuer du courrier à la salle, Ouais. presque. Ouais. Sa passion, c'est de conduire des camions. Oh ça. Bah, c'est le personnage. Enfin, je suis désolé. Ah, c'est le personnage, un fan d'armes, voilà, hein, tous les clichés de la grosse merde. Hein. Désolé pour tous les gens qui conduisent des camions et qui ont des armes, mais... Et Karl Malone est une merde, je le déteste. Bah oui. En même temps, comment ne pas le détester. Voilà. Non, Ok. Karl Malone, donc il adore conduire des camions. Je sais pas s'il se fait des grands San Francisco New York des fois, mais Ok. c'est ce que j'ai trouvé sur lui. D'accord. Chris Kaman. Chris Tu te souviens de Kaman. Chris Kaman. Oui, je me souviens Pareil, de joueur Chris drafté en Kaman. 2003, numéro 6. Un joueur allemand. Exactement. Je sais Chauve à la pas. barbe rousse. Ouais, je sais pas. Se bourrer la gueule à l'Oktoberfest pour être pas du tout cliché. Et non, c'est les feux d'artifice. Les feux d'artifice, d'accord. Et ouais, apparemment, c'est un gros fanat de feux d'artifice. Donc je pense que lui, à l'époque, le 4 juillet, il devait envoyer des trucs, mon ref.
Ah, ça devait être du spectacle. Hein. Ok. Allez, on va rentrer dans Allez, on en fait une dernière qui est un peu classique, enfin pas classique, mais ça va. Et après, on va rentrer dans les un peu plus what the fuck. Karim Abdul-Jabbar, est-ce que tu connais sa passion? Marquer des paniers. Marquer des paniers, effectivement, c'est bien vu. La passion de Karim Abdul-Jabbar. Alors Ouais. là, non, j'en ai aucune idée. Collectionner des tapis, et en particulier les tapis du Moyen-Orient. Ok, en même temps, Voilà, apparemment, Pour un Karim mec, Abdul-Jabbar a plein de tapis chez lui. c'est littéralement un marchand de tapis. Ah, littéralement, je pense que littéralement tous les tapis du monde chez lui. Ok, ok, bon écoute. Il devrait Allez. bien s'entendre avec le Big Lebowski comme ça. Exactement. Est-ce que tu connais la passion de Tim Duncan? Ah putain. Et du coup, c'est très drôle parce que dites-vous bien que littéralement, c'est ce qui s'envoyait après les matchs. Et ça me fume de rire. Ok, bah je savais que c'était un nageur, mais c'est pour ça. Ouais. Putain, je crois que je l'ai su, mais ça revient pas. Qui s'envoyait après les matchs, t'as Ça- dit. Est-ce que c'est genre C'est de un la rapport bouffe avec le gaming. Le gaming? C'est un rapport avec le gaming, mais c'est un jeu vidéo en particulier. Un Il y jeu a un film qui a été fait il y a pas longtemps d'ailleurs, issu de ce jeu vidéo. Mario? Non, c'est un jeu vidéo, Uncharted? jeu de Non, rôle, ça, je ça, crois, non. si je dis pas de bêtises. Donjons et Dragons. Ouais, Oh, il fait du jeu de rôle. apparemment, c'est un fanat de Donjons et Dragons, Tim Duncan. Putain, ouais, Putain. En vrai, ça colle pareil, ça colle bien au personnage. ouais, je trouve que ça lui va bien aussi. Le D&D et Tim Duncan, ça marche bien. Allez, avant de rentrer dans les deux derniers, vraiment what the fuck, mi-blague, on sait pas trop si c'est vraiment sa passion. La passion de Kevin Durant? Fumer des joints? Exactement, et avoir des burners à compte. Allez, c'est la fin, c'est la fin, on a le droit d'être un peu sérieux. Parce que là, les deux derniers, écoute, je sais- à ce le problème, moment-là, c'est c'est bon. Oui, le problème c'est que les deux derniers, je sais pas comment les introduire. Tu connais la passion de Ron Artest? Casser des gueules? Non, les opérations dentaires. Hein? Ouais, je sais pas, j'ai trouvé un papier de Bleacher Report premier degré où il y a les 50 hobbies les plus what the fuck des athlètes américains et il y a Ron Artest et les opérations dentaires. Apparemment, il est tout le temps chez le dentiste. Mais genre, Je sais pas ce qu'ils lui font mais dans genre la il est bouche, mais- assistant dentiste ou il se fait opérer? Non, apparemment, il kiffe vraiment, genre qu'on lui, je sais pas, je pense qu'on doit lui nettoyer la bouche, on doit le... Mais apparemment, il a un vrai truc avec les opérations dentaires. Ok, bah ils doivent avoir des chicots, mon pote, elles doivent être magnifiques. Ils doivent être... Elles doivent Y a être pas la blanches. moindre trace de tartre. Elles brillent. Ok, Ron Artest. Allez, Ok. et le dernier qui a une passion bien cringe, mine de rien, la passion de monsieur Kevin Love. Kevin Love. Ouais. Bien C'était cringe, passé, la passion. je me souviens que c'était passé à l'époque du titre des caves et que déjà à l'époque j'avais pété mon crâne dessus. Ok, un truc bien cringe. Si tu me dis que Ah, c'est moi, un je trouve Fury... ça un peu cringe. Eh bah franchement on n'est pas loin. Hein. Non. Ah, c'est Si, c'est se déguiser en Elmo. En Elmo? Précisément Elmo. Ouais. Elmo, Elmo, le Le personnage, oui, petit... oui. le truc rouge là, c'est ça? Oui, c'est oui, lui, Elmo, ouais. l'espèce de meupette là, Ouais. Elmo, et ben il adore se déguiser en Elmo. Ok. Bah, c'est top. Bah, je suis ravi de l'apprendre. Bah, Je sais pas Kevin, quoi hein, tu fais ce que tu veux, Je mais loin sais- de moi. Je sais pas quoi faire de cette info, écoute. Surtout voir un Elmo de genre 2m10 arriver vers moi, bon, bizarre l'ambiance, quoi. Elmo qui shoot à 3 points là et qui fait des passes en transition, bizarre. Un Elmo qui me fait un écran de retard. Ok, bah, ouais, mais sans voir cette Voilà, info. c'était la dernière, hein, je sais pas magnifique. quoi dire. C'est vraiment cité comme sa passion. Apparemment, il adore se déguiser en Elmo. Et genre, c'est bizarre parce qu'au début, je me dis non, c'est se déguiser. Ok. Non, c'est se déguiser en Elmo, vraiment. Ouais, ce qui me perturbe, c'est que ce soit précisément en Elmo. Que genre qui se Moi aussi, déguise ça me en plein de perturbe trucs, ok, tu vois. Mais que ce soit J'adore me précisément déguiser, un mais- personnage. Ok, bah soit, Voilà. écoute, fais-toi plaisir. Eh bah écoute, Kevin, hein, pour ça, tu n'iras pas au Hall of Fame. Non, t'es dur. Il y Non, a voilà, Karl un Malone petit peu au Hall pour of les- Fame. Oui, c'est vrai, putain de merde. Donc c'est pas un Elmo. Hein. Oui, bon, après, si on veut dire, c'est son jour, hein, mais on peut dire aussi, il y a Kobe au Hall of Fame. Hein. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai, voilà. Il est vrai. Bon, voilà ce qui conclut Oui. cet épisode sur les passions des joueurs NBA. J'espère que vous avez appris des choses, peut-être. J'espère que vous avez apprécié. J'en ai appris plein, notamment Kevin Love. Notamment Kevin Love et Ron Artest. Et je suis déçu que tu m'aies empêché de faire ma vanne sur Karl Malone.
Non, non, pas de blague là-dessus, c'est trop sérieux pour qu'on fasse des blagues. Il y a aucune... Rien n'est toléré. Quoi qu'il en soit, c'est sur ça qu'on va conclure. Magnifique. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, ou une bonne fin de lundi ou de mardi, peu importe quel jour vous écoutez le podcast. Bonne fin de journée, tout bonnement. Une bonne fin de plaisir. Continuez. Bonne fin de plaisir. C'est un peu flippant de dire je te souhaite une bonne fin bizarre, de plaisir. Ou alors on dirait une mauvaise traduction d'un truc en québécois. Ouais, tu sais, c'est une espèce de menace un peu chelou. Genre, prends bien du plaisir là parce que ça va pas durer. Là, tu vois, genre... Alors, c'est un peu terrifiant, je trouve, cette phrase. Mais c'est comme mon avis. Excusez-moi d'avoir été terrifiant. Allez, on va se dire Topette. Des bisous à tous, c'est Topette. Allez, bisous.